Ok. Donc, de la même manière, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Là, forcément, les personnes qui vont être le plus concernées, c'est les personnes qui sont à même d'aller voler sur ce site. Mais néanmoins, même si vous n'allez jamais voler à Marnave, il y a quelques infos qui peuvent enfin, vous intéresser sur comment on analyse des traces, etc. Donc, Marnave, dans le 81, c'est un site qui est présenté ici. Donc, sur Google, vous tapez décollage parapente Marnave, vous trouverez où il est. Et donc, on voit c'est un beau cirque exposé sud-est. Donc, on va le voir sur la diapo suivante. Donc, j'ai mis le lien vers le site internet de la fédération qui donne des renseignements. On voit sur une vue aérienne, donc on a un décollage qui est ici, un atterrissage qui est ici. C'est un site de 200 mètres de dénivelé. Alors, ça va faire sourire un petit peu les gens des Pyrénées, mais néanmoins, c'est un site à fort potentiel puisqu'on y vole très bien en thermodynamique et il y a des très jolis crosses qui ont été faits de plus de 130 km. Donc l'exposition acceptée, donc la plus favorable c'est sud-est, donc comme ça, mais on peut y voler aussi en sud-ouest ou en sud. Et il y a un piou-piou. Donc voilà, la topo, ça donne ça. On voit les courbes de niveau et donc vraiment la zone qui canalise les ascendances au niveau du décollage. À savoir, c'est que c'est un décollage falaise, donc qui est tout de même réservé à des pilotes très très autonomes et qui ont une maîtrise des décollages falaises. Donc la présentation rapide du site, c'est qu'on a une zone d'ascendance thermodynamique qui est donc au niveau de la crête tout simplement et au niveau du cirque. Et on va identifier des zones thermiques fréquentes. Alors ça ne veut pas dire qu'entre le point 1 et le point 3 on n'a jamais de thermique, mais euh, on a identifié donc dans mon analyse des traces des points où la fréquence thermique est plus élevée. Donc le vol ici, ça va consister donc à décoller et attendre le bon cycle pour partir dans l'ascendance thermodynamique qui s'offre à nous. Ça va nous permettre de rester au-dessus du niveau du décollage. Ça, c'est très important, surtout sur un site à 200 mètres de dénivelé. Dès qu'on est en dessous, on est plus proche de poser que d'autres choses. Donc vraiment, faire l'effort d'être le plus haut possible pendant qu'on patiente, jusqu'à être, pourquoi pas, nombreux et faire un vol de groupe pour trouver le thermique. Donc le thermique, il peut, alors ici j'ai superposé plusieurs traces, on n'y voit plus grand chose, mais il peut soit partir au niveau de la crête, soit on voit qu'il y a certains pilotes qui sont allés les chercher un peu plus devant. Et donc sur le petit bitard qui est là. Voilà, faut connaître les, les- les deux variantes. On y retrouve ici donc les spots thermiques précédemment identifiés. Le premier thermique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous sert à prendre de l'altitude et il nous permet aussi d'observer la dérive. Donc la dérive, c'est important, elle va être forcément dépendante de la direction et de la force du vent. Et le premier thermique, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas forcément le début du cross. Ça nous arrive souvent d'avoir voilà, un thermique, donc je prends de l'altitude, je reviens devant le déco, mais je suis un peu plus haut. J'analyse, je prends un autre thermique, je reviens devant le déco un peu plus haut. Et donc voilà, en utilisant ce cycle une, deux, trois fois, déjà on prend de l'altitude en restant au-dessus du décollage. On peut très bien prendre 400, 500 mètres vertical de décollage en utilisant cette technique avant de se lancer vraiment sur le thermique qui sera le début de notre cross. Il y a un moment important sur le site de Marnave, c'est le moment de décision. Est-ce que je reviens au décollage et je fais du vol sur site ou je relance le cycle précédent? Ou est-ce que je pars en cross, c'est-à-dire que je pars vent de cul, je pars dans le lit du vent et c'est un voyage qui est sans retour, monsieur Frodon. Donc, quels sont les éléments qui influencent le point de décision? Donc, mon plan de vol initial, est-ce que j'ai prévu de faire un cross? Est-ce que j'ai prévu de faire un vol en local? Est-ce que j'ai prévu de faire un record? Forcément, si j'ai prévu de faire un vol local, la question elle est vite répondue, c'est je reviens au décollage.
Si je décide de faire un cross ou de battre un record, voilà, je vais voir selon mon altitude, etc. Est-ce que c'est le moment opportun pour partir en cross? Donc on va se poser cette question par rapport au taux de montée de mon thermique actuel. Plus le taux de montée est fort, plus on est confiant qu'il va aller haut, et donc plus ça va nous pousser vers la droite. La vitesse du vent et ma dérive, plus la dérive est forte, plus le retour au décollage est délicat. Donc, il faut prendre cette décision. Enfin, le moment de décision, il vient beaucoup plus tôt quand le vent est fort. Dès qu'on est au-dessus de l'arête ou un petit peu derrière, il faut se poser cette question. Le plafond des autres parapentes, c'est-à-dire que mon thermique a-t-il encore du potentiel? Si je monte moyennement vite, mais que je vois des pilotes encore 500, 1000 mètres au-dessus, ben voilà, ça me donne une indication. Si je suis déjà à la base du nuage, ben je peux me dire que j'aurais du mal à monter plus haut aujourd'hui. Ça influence également ma décision. Le type d'aile que j'utilise. Est-ce que j'ai une aile école? Est-ce que j'ai une aile de performance? Ça va influencer sur mon plané, surtout sur le retour au décollage face au vent. On va le voir dans une diapo un peu plus détaillée plus tard. Lorsque mon plané sera insuffisant pour revenir au vent de la crête avec de la marge, je pars en cross. À Marnave, c'est vraiment, on va passer un petit peu de temps là-dessus. Il y a un point important, c'est la crête. Est-ce qu'on est au vent de cette crête? Si on n'est pas capable, quand je quitte ce thermique, de repasser au vent de cette crête, et bien finalement, la meilleure chose à faire la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de faire demi-tour, pousser par le vent, et là on a de suite des champs très accessibles un peu plus loin. Je reviens au vent du décollage où je pars dans le vent, mais je ne fais pas entre les deux. Pourquoi? Donc là, j'ai essayé de faire une vue en coupe. Alors, le décollage est ici, avec donc la falaise. On a notre petit parapentiste qui vient de décoller. Il prend son petit thermique et on voit qu'il n'y a pas de vent. Donc il monte vertical, il peut faire son vol tranquillement. Si maintenant je rajoute une composante de vent qui est souvent présente et même presque indispensable, mais le thermique il va être un petit peu couché, il va avoir un petit peu de dérive. Donc quand je vais enrouler, on va prendre de l'altitude, mais aussi on va se déplacer derrière la crête. À tout moment, ce pilote-là, quand il suit cette dérive, il faut qu'il se pose la question, est-ce que j'ai la finesse avec ma voile, avec les conditions du jour, pour repasser au vent de cette crête? Est-ce que je suis en mesure de le faire? Donc ici, voilà, j'ai tracé sa finesse. Donc, voilà, c'est une finesse théorique tant qu'il ne l'a pas fait, mais c'est la finesse qu'il aura une fois qu'il aura fait la trajectoire. Et donc, il valide que la dérive, elle est plus faible que sa finesse. Donc, ce cycle-là, il peut le faire autant de fois qu'il le veut finalement. La deuxième possibilité, c'est de dire, bon ok, par rapport à l'altitude que j'ai pris, je fais demi-tour, j'aurai une finesse qui sera meilleure parce que je serai poussé par le vent, et donc je sais qu'avec ça, je saurai atterrir voilà, dans les premiers champs qui viennent voilà, au nord de Marnave. Donc c'est ce moment qu'on appelle la décision. Un autre pilote, soit un autre jour, soit qui enroule un petit peu moins bien, on voit qu'il a beaucoup de dérives, mais il monte un peu moins bien. C'est-à-dire qu'il a une altitude qui est plus faible que notre premier pilote. Lui, il va avoir une finesse qui ne lui permet pas de revenir devant la crête. Et c'est ce pilote-là qui va être en difficulté. Pourquoi? Parce que, ben voilà, au départ, il montait correctement. S'il avait renoncé assez tôt, il pouvait repasser devant la crête. Mais il s'est laissé embarquer sans trop monter. Il a continué à dériver. Il a arrivé dans un point où sa finesse, d'une part, elle est moins bonne. On voit que la finesse rouge, elle est moins bonne que la finesse verte. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un phénomène qui fait que sous le vent de la crête, il y aura des turbulences, il y aura un petit venturi au niveau de l'altitude, etc. Et donc, ce pilote, il aura encore plus de mal que le pilote au-dessus à revenir au vent. Et donc, dans la zone où j'ai dessiné voilà, un petit crash, là, c'est une zone qui est turbulente et où on va lui déconseiller d'aller atterrir. L'autre possibilité pour le premier pilote, s'il n'a pas envie de partir en cross, enfin, surtout si ça continue de monter, une fois que la décision est prise de dire je pars en cross, il faut qu'il assure le premier plafond.
comme tous les suivants, mais le premier plafond est capital. Donc si c'est pas parce que j'ai assez d'altitude pour atteindre les premiers champs que je pars. Tant que ça monte, je monte, et une fois que j'aurai atteint ce point-là, le plus haut possible et le plus dérivé possible, je lancerai mon cross. Dites-moi s'il y a des questions jusqu'ici, hein. Au niveau des WAGA, peut-être ça vous parle plus que d'autres au niveau de mon schéma, mais j'ai essayé de faire quelque chose. Donc, c'est vrai, effectivement. Effectivement, la finesse vent de cul sera meilleure et elle sera un peu moins bonne aussi face au vent. Sur les infos que vous devez retenir, les pilotes qui vont aller voler à Marnave, c'est que j'ai analysé les traces et je vous inviterai à le faire. Je vais vous expliquer comment on fait. Mais en altitude mer, il n'y a personne qui est parti en dessous de 1000 mètres. Donc 1000 mètres mer, c'est-à-dire 700 mètres au-dessus du décollage, à l'endroit où il y a le pilote ici, il n'y a personne. Donc c'est-à-dire que si votre thermique, vous le perdez avant d'être à 1000 mètres, la seule option que je vous recommande, c'est de revenir au vent du décollage pour retenter votre coup, atteindre notre thermique et notre cycle. L'altitude moyenne, elle est au-delà des 1500 mètres. Donc ça veut dire c'est un peu plus de 1000 mètres au-dessus du plateau ici. On va parler de dérive parce que pourquoi on part dans le sens du vent, notamment en plaine et notamment à Marnave, c'est tout simplement parce que notre finesse sera bien meilleure si on a 20 km/h de vent qui nous pousse, ça va s'ajouter à notre vitesse de vol, alors que si on va face au vent, eh ben, on va les soustraire. Donc on part dans le sens du vent et, euh, et donc pourquoi il y a des différentes directions qui ont été choisies? Alors toutes ces traces elles ont été faites des jours totalement différents, avec même des années d'écart. Du coup, euh, ça veut dire que le jour où le pilote, allez, par exemple violet, est parti par là, c'est que c'était un peu plus sud-est. Le jour où il est parti en bleu, ben, c'était un peu sud-ouest. C'est tout simplement ça. Et le pilote après, bon, il y a d'autres contraintes qui entrent en jeu, c'est-à-dire par rapport aux routes, comme on l'a dit, par rapport aux différents obstacles au sol et aux zones aériennes. Néanmoins, c'est la direction du vent qui pousse enfin, qui donne le choix de la direction de la dérive. Meilleure finesse, donc on améliore la finesse, on court plus de distance en un plané, et on a donc aussi plus de chances de trouver un thermique. Si je parcours 3 km de transition, poussé par le vent, j'aurai plus de chances de trouver un thermique que si je me mets face au vent et que je parcours que 500 mètres en distance. En parlant de dérive, j'ai fait un petit zoom sur Saint-Antonin-Nobleval. Donc, alors là, j'ai pris des traces au hasard, moi, à la base. Bon, des jolies traces de 40-50 km, mais néanmoins, je les ai prises au hasard. Et il y a un point qui est important à visualiser, c'est que, bon, par rapport au décollage de Marnave qui est par là-bas, on a deux types de traces. On a celle qui passe par l'est et donc à l'est et le nord de Saint-Antonin, et celle qui passe au sud-ouest. Et en fait, on s'aperçoit qu'au milieu, là, il y a comme un cimetière à parapente où il y a personne qui passe. Alors, faut pas prendre à la lettre ce que je dis, parce que un jour vous y irez, vous trouverez un thermique. Mais dans toutes ces traces-là, voilà, il y a celles qui passent vraiment sur le plateau et qui profitent des thermiques du plateau. Il y a celles qui profitent des thermiques des petits reliefs sur la droite ici. Mais voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas vous jeter sur les décollages que vous connaissez à Saint-Antonin. C'est pas la meilleure idée que vous aurez, tout simplement. C'est pas impossible que vous en sortiez, mais c'est pas la meilleure idée à avoir. Donc c'est une erreur à ne pas faire. Finalement, un cross de plaine, c'est quoi? C'est un enchaînement de tâches et on va les enchaîner le plus de fois possible. Plus de fois on arrive à le faire, plus on ira loin. Donc les tâches, c'est quoi? C'est prendre un thermique, donc prendre de l'altitude,
faire une transition et analyser. Donc l'analyse, elle se mélange là-dedans, tout simplement parce que thermique, pendant que je fais un thermique, donc c'est la trace en rouge qui est une coupe d'altitude ici, donc on monte dans le thermique et on pense, on analyse, on observe qu'est-ce que je vais faire ensuite. Ensuite, il y a une petite transition, on retrouve un thermique, tac, on remonte. Et donc c'est ça qui nous permet donc de parcourir des distances 10, 20, 50, 100 km. Donc vraiment important de savoir enchaîner ces tâches et petit à petit de savoir mettre de l'analyse pendant que je fais ces tâches-là. C'est-à-dire en transition, c'est pas je papillonne, je fais rien, je prends des photos, non. J'analyse et je transite. Et j'améliore, j'optimise mon plané. On va faire une petite aparté sur les espaces aériens, parce qu'à Marnave, c'est pas négligeable. Vas-y. Alors, là, je vais scinder les vols de plaine et les vols de montagne. Parce que les vols de plaine, alors on les prépare par rapport à une dérive, donc l'orientation du vent, effectivement, suivant le vent qui est prévu, je veux savoir est-ce que ma trajectoire elle va être plus proche du bleu ou plus proche du orange. Mais ça va être surtout pour prévoir le point qu'on va aborder, c'est les espaces aériens. Après, le jour J, pendant qu'on est en vol, c'est vraiment de l'analyse par rapport à la gueule des nuages, etc., qui va faire qu'on va un peu à droite ou un peu à gauche. Euh, on va pas aller enfin, analyser les reliefs, finalement, ça a très peu d'intérêt ici. En revanche, pour le vol de montagne, ils vont aller jusqu'à regarder l'évolution orageuse à 50 km à l'est et à 50 km à l'ouest pour décider dans quelle direction il vaut mieux partir. Euh, et donc l'analyse elle sera un petit peu plus profonde dans la prédiction de leur ambition, parce qu'ils vont regarder une météo qui peut être beaucoup, enfin, très différente entre deux vallées différentes, beaucoup plus que dans une plaine où entre Marnave et Saint-Antonin, la météo elle va être tout à fait la même. Donc, dans tous les cas, la préparation, ça aide toujours, mais la plaine, c'est beaucoup plus à l'instinct, le jour J. J'observe la gueule des nuages, j'observe les autres pilotes autour de moi, j'observe les oiseaux, mais, euh, mais c'est beaucoup plus à l'instinct que, que la montagne où la préparation est prépondérante. Effectivement. C'est-à-dire que effectivement, on n'est plus dans cette boucle-là que tel que je l'ai écrit sur le schéma de droite. L'analyse, elle doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans votre esprit. J'ai répondu à ta question, Max? Hmm. Ben, surtout en pleine, puisque les faces exposées, enfin, ça reste vrai, mais bon, avec le briefing que je vous fais là, vous aurez du mal à avoir beaucoup plus d'informations sur place, quoi. Alors, ce qu'il faut connaître à Marnave, c'est les espaces aériens. Donc ici, c'est juste pour vous situer hein, les ronds rouges. J'ai situé Marnave, Saint-Antonin et Caylus, donc peut-être des villages que vous connaissez, et j'ai mis une trace au hasard. Enfin, au hasard. J'ai mis une trace pour vous donner une idée. Ce qu'on voit, c'est que donc l'outil alors ici, je vous ai mis le lien vers un PDF qui vous explique comment on lit les cartes aéronautiques. Ceux qui ont passé le brevet de pilote confirmé, ils doivent être calés là-dessus. Et donc, on a des zones de différentes couleurs.
On a une zone ici que j'appelais la zone 1, ici une zone 2 et ici une zone 3. Là-dessus, on va rajouter des zones spéciales, donc la zone spéciale 1 et la zone spéciale 2. Donc, et avec ça, on va couvrir, on va dire, la direction dans laquelle on va certainement être amené lors de notre cross. Avec le site de la FFVL et le site enfin, de préparation des crosses, si on clique sur une zone, ça va nous donner voilà, quels sont les espaces concernés dans cette zone. Donc sur la zone 1, typiquement, si je clique, je vais avoir ce petit panneau décrit. Donc ceux qui sont formés au brevet de pilote confirmé, ils lisent ça comme si c'était voilà, tout à fait facile. Mais je vais pas leur faire de piège et les interroger, donc je vais vous expliquer. La première ligne, c'est une restricted R46C. Donc R46C, ça veut dire c'est une zone interdite si elle est active. Sauf SDJF, ça veut dire sauf samedi, dimanche et jour férié. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas active ces jours-là. Pour les autres jours, il faut vérifier l'activation. Ah ben d'ailleurs, j'étais censé mettre le lien vers le bon site, mais vous pouvez le vérifier en tapant R46C sur Google et vérifier. Super. Du coup, le deuxième point, en fait, c'est une superposition de zones. Il y a aussi la zone Toulouse 3. La zone Toulouse 3, elle est interdite, c'est un type C. Et donc, ce qui est indiqué ici, c'est que c'est OK de voler en dessous de FL65, donc en dessous de 1980 mètres par rapport à la mer. Et c'est OK de voler au-dessus de 4350 mètres. Entre les deux, c'est interdit. Donc concrètement, il n'y a que la limite basse qui va nous intéresser. Donc notre plafond à Marnave, tous les jours de l'année, c'est 1980 mètres. Il y a aussi une troisième zone qui est une zone E. Donc espace de type E, ça veut dire que Visual Flying Rule peut y accéder, donc on a le droit d'y aller à partir du moment où on respecte les règles de visibilité en dehors des nuages, etc. Donc ce qu'il faut retenir de cette page, c'est que dans la zone 1, le plafond max toute l'année, c'est 1980 mètres, et que si la R46C est active, on n'a pas le droit d'y voler. Donc on n'a pas le droit de décoller de Marnave, en théorie, les jours où elle est active. Sur l'espace 2, si je clique, j'ai ça qui apparaît. En fait, c'est juste que on sort de la R46C, il n'y a plus que la Toulouse 3 qui est la même, qui s'applique, donc on a le plafond de 1980 mètres qui s'applique dans la zone 2. Et enfin, dans la zone 3, qui était plus à droite, on a la zone de Clermont, qui est une zone E, donc on aura le droit d'y aller, à partir du moment où on respecte les règles de visibilité. On a deux zones spéciales. La première, c'est la zone spéciale de Caylus. C'est une zone restrictive en R202A et R202B. En fait, c'est des terrains qui sont militaires et qui sont réglementés. Donc, il y en a un qui va du sol jusqu'à 1650 mètres. C'est la version A. Et un du FL55 à FL85. Donc finalement, on n'y va pas. Interdit à toute altitude au niveau de ce carré-là. Donc j'ai mis les extraits de ce que j'avais trouvé. Pour la zone spéciale de l'Albenque, donc c'est une zone de danger parce qu'il y a un aérodrome, donc qui est contrôlé avec ces fréquences radio là. Donc on a un danger. Nous, on va se l'interdire à toute altitude. Surtout que c'est pas compliqué de passer à côté. Donc on va. Voilà. Donc la préparation du vol finalement, elle est importante parce que plus on anticipe ces zones, moins elles vont nous gêner. Bon, celle de 1980 mètres d'altitude, quoi qu'il arrive, elle va être là. Mais néanmoins, les zones spéciales à éviter, plus on s'y prend tôt, moins c'est dur de les éviter. Donc, ce que j'ai fait ici, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai superposé une trace qui a 20 ans avec les zones aériennes d'aujourd'hui. Donc, je ne dis pas que ce pilote a enfreint les règles. Je dis que si ce pilote il faisait ce vol aujourd'hui, il serait malheureusement dans une zone qui est interdite. Et on le voit ici sur la vue en coupe. Alors ici, il est dans la zone
R46C, donc si elle était inactive, il n'y a pas de problème. Par contre, les 1980 mètres, on voit qu'il passe au-dessus ici. Il passe un bon petit paquet de temps, donc au-dessus de cette limite. Donc là, si on voulait faire ce vol aujourd'hui, ce serait inacceptable. Et donc on voit ici que donc la fin de la zone R46C, donc ça correspond à cette ligne-là. Et la fin de la zone Toulouse 3, donc le rectangle rouge qui est là, ça va être ici. Après, si vous passez, si vous êtes sur le site en live, vous pouvez passer votre souris et voir exactement où il était à quel moment. Donc je répète, je ne sais pas quelles étaient les règles à l'époque, donc c'est juste pour vous imager une analyse. Donc les traces de référence que je vous ai proposées ici, ce PowerPoint, je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez profiter des liens au mieux. Donc le site de la CFD qui regroupe toutes les traces, il est là. Les traces que j'ai pris de mon côté, elles sont ici, individuellement. Et ce que j'ai fait, je les ai superposées, c'est donc pour donner voilà, plusieurs cas d'études. Mais je pense que si vous cliquez sur ce lien, vous arriverez à voir directement la superposition. Ça vous évite de le faire. Alors moi, ce que je vous invite à faire, et ce sera un bon exercice, c'est d'aller sur le site de la CFD, chercher un autre vol, donc une autre trace. Donc en cherchant, vous pouvez filtrer un décollage de Marnave pour éviter les 15 millions de traces. Et donc vous aurez que les pilotes qui ont décollé de Marnave qui vont apparaître. Vous en observez un et vous voyez où il est passé, qu'est-ce qui a marché, pas marché, pourquoi il y en a qui ont fait 20 km et qui ont atterri et pourquoi il y en a qui arrivent à faire 80 km. Et donc notre ami Sébastien m'a fait découvrir cette application. Donc c'est un site dont Thermal KK7, je sais, bon, ça doit être un allemand ou un suisse. Et du coup, il met sur une cartographie par rapport aux traces qui ont été postées sur différents sites. Donc, il récapitule XC Contest au niveau mondial, la CFD et d'autres sites. Et il donne des probabilités pour trouver des thermiques. Et donc, on voit, alors ici, c'est le décollage de Marnave en rouge. Donc, forcément, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris des ascendances dans cette zone puisque c'est devant le décollage, donc c'est normal. Mais dans la suite, on peut voir des zones qui ont marché. Alors ici, on va voir deux spots. Vous allez me dire, mais attendez, à Saint-Antonin, ça marche. C'est tout simplement parce qu'il y a des décollages. C'est pas forcément un jour quelqu'un qui est parti de Marnave et qui a pris un thermique ici. C'est juste des endroits où il y a des ascendances. Donc bon, dans certaines zones plus fréquentées, c'est un peu plus visible. Mais néanmoins, le site il est très bon à connaître puisque c'est national et ça peut permettre de voir pas mal de choses. Là-dessus, on peut rajouter les Skyway, donc c'est les traces finalement qui ont été faites et analysées. Et donc au départ de Marnave, on peut voir voilà, les grandes traces qui passent de ce côté-ci, de ce côté-là. Donc voilà, vous en tirez les informations que vous voulez. Vous pouvez analyser d'autres spots que Marnave grâce à cet outil. Et c'est vraiment révolutionnaire. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. Parce que voilà, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça devrait vous servir à construire un plan de vol, vous fixer des objectifs.